Dans les rues de Cloix-les-Trois-Rivières, les stigmates de la crue, de la boue, des graviers, encore de l'eau par endroits qui peinent à s'écouler, les canalisations débordent toujours. Le jour d'après, dans cette commune hier submergée, le pic a été atteint à 19h, 1,85 m, un record. Des habitants forcés d'évacuer. Immergée comme on le voit sur ces images, la voiture de Caroline Wynne est ce matin de nouveau apparente. Ah bah c'est mort. Bah l'eau elle est montée jusque là. Bah là, jusqu'aux pédales. Et puis le siège il est tout mouillé. Pour le travail ça va, je peux y aller à pied ou en vélo. Même me déplacer, je sais pas. Larbi Raïs, c'est lui qui n'aura pas grand-chose à sauver dans sa maison. Surpris par l'arrivée rapide de l'eau, il a filmé son pavillon entièrement inondé. 50 cm d'eau dans toutes les pièces. Ce matin, il découvre les dommages conséquents. Voilà, tout ça c'est à jeter. Tout est détrempé, hors d'usage. C'est ça. Dans ce placard, on avait nos papiers les plus importants, nos fiches de paye. Impossible de revenir vivre ici pour le moment. Il faudra qu'on trouve une solution de logement, qu'on puisse voir, aller se rapprocher de la mairie pour voir s'ils ont des solutions, ou sinon aller à l'hôtel. Transformée en étang, méconnaissable hier, la place du centre-ville a retrouvé son apparence habituelle. Et là, la salle de civière, elle est morte. C'est une salle qui a été refaite il y a 4 mois. Mais derrière les façades, la désolation pour cet hôtelier. Des murs et du mobilier détrempé, 8 jours de fermeture, une inondation aux lourdes conséquences financières. Le manque à gagner sur une semaine, c'est 25 000 à 30 000 euros. Plus les travaux. Ah, plus les travaux, mais alors là, les travaux, je ne peux pas vous les estimer. Là, ça va être un expert, ça va être une analyse. Les sinistrés de Cloix-les-Trois-Rivières attendent désormais impatiemment le passage des assureurs. Alan Turpin, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur France Info. Vous êtes le maire d'Andres et président du collectif Stop Inondation dans le Calaisis. Alors avant d'en revenir à la situation qu'a connue le Calaisis il y a maintenant quelques mois, d'abord, ces fortes pluies de ces derniers jours n'ont pas impacté le Pas-de-Calais. Chez vous, vous avez été épargné ? Bonjour. Oui, donc effectivement, sur le Pas-de-Calais, on a été épargné cette fois-ci. La seule montée des eaux qu'on a pu avoir, c'était le 27 septembre, mais dernièrement, on n'a pas eu. Un an après les inondations dramatiques que vous avez connues, où est-ce qu'on en est dans votre région ? Est-ce que, par exemple, les sols sont toujours gorgés d'eau ? Est-ce que les choses ont évolué ? Les sols sont encore donc gorgés d'eau. On est à peu près 1,50 m, 1,75 m de nappe phréatique au-dessus du niveau du mois de novembre 2023, c'est-à-dire on est dans une situation pire que l'année dernière. Donc effectivement, si on devait encore recevoir donc des grosses fortes pluies, on ne sait pas comment on pourrait gérer la situation. Cependant, on imagine que vous avez tiré des leçons de ce qui s'est passé il y a un an. Est-ce que vous avez entrepris des travaux pour l'aménagement des cours d'eau notamment ? Alors, je pense que les maires ont tiré donc des leçons. Effectivement, sur notre commune, j'ai lancé un diagnostic complet du réseau d'eau pluviale. On a fait quelques aménagements. Cependant, je ne pense pas que les institutions locales ont pris vraiment conscience de la situation. Parce qu'à certains endroits, on repart dans des études qui ont été réalisées une quinzaine d'années. Donc, on refait des études sur les études. Et je n'ai pas vu énormément de travaux réalisés sur le secteur. Il y a eu du curage par endroits, effectivement. On est encore dans l'attente de pompes à certains endroits. Des rehaussements de berges aussi sur les canaux de VNF. Et on attend aussi beaucoup de travaux sur le bassin versant, donc des travaux de lutte contre le ruissellement, parce qu'on est essentiellement inondé par le ruissellement. Pour réaliser tous ces travaux, il faut de l'argent, bien sûr. Le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, était venu avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. 70 millions devaient être engagés pour financer des travaux structurants. Est-ce que vous en avez vu la couleur ? Alors, l'argent est débloqué donc par l'État, ça c'est une certitude. D'ailleurs, toutes les communes qui ont été impactées ont pu recevoir une enveloppe pour faire les réparations dues aux catastrophes.
Cependant, on a beau avoir de l'argent, après, il faut aussi avoir la volonté sur le terrain de faire avancer au plus vite les dossiers. Comme je vous disais un instant, sur notre territoire, il y a des études qui datent depuis 15 ans pour lutter contre les ruissellements qui inondent notre commune. Sur le Mont-Trollois, on est aussi à peu près sur la même situation. Sur une commune pas loin de chez nous, Rec-sur-Emme, on est aussi dans la même situation. Et là, ils vont relancer des études, ils relancent des études pour voir ce qui peut être fait. Donc, il y a la possibilité de débloquer de l'argent, l'État a fait, mais après, il faut aussi que les institutions se bougent un peu plus et d'éviter de repartir dans des études qui ne servent strictement à rien. Et je pense que le bon sens sur le terrain, le bon sens, je ne dirais pas le bon sens paysan, mais le bon sens tout court, doit prévaloir sur les études de scientifiques et de technocrates qui sont dans leur bureau bien loin de chez nous lorsqu'ils réalisent leur bout de papier. Alors, il y a aussi la question des indemnisations qui est très importante dans ces cas de figure. Gabriel Attal avait promis de mettre la pression sur les assureurs. Est-ce que, de votre côté, chez les habitants de votre commune, tout le monde a pu être indemnisé ? J'ai encore quelques personnes qui attendent des indemnisations, donc experts contre experts. Cependant, quand je prends les dossiers et que je les communique au service de l'État, notamment au sous-préfet du secteur, M. Raffi, il arrive à débloquer certains dossiers. Les diagnostics pour protéger les maisons de manière individuelle grâce au bâtard d'eau, c'est en cours, ça avance relativement bien dès lors où les gens veulent le faire, parce que les gens préfèrent être protégés collectivement plutôt qu'individuellement, et je les comprends. Mais au niveau des assurances, par contre, il y a quand même quelques assurances qui ne jouent pas le jeu et qui virent les gens, tout simplement. Justement, est-ce qu'il y a des gens qui, depuis cet épisode il y a 1 an, ont déménagé ? Est-ce que les gens peuvent, par exemple, tout simplement vendre leur maison s'ils veulent déménager ? Alors, sur notre commune, aucune maison n'a été vendue suite aux inondations. Il y a des maisons qui ont été vendues tout simplement parce que les gens voulaient vendre, mais ils n'avaient pas été pour autant touchés par les inondations. Donc les ventes de maisons se réalisent très bien. Après, il y a des rachats de maisons dans le secteur sur les fonds Barnier, des maisons qui seront toujours assujetties aux inondations et donc qui peuvent revendre à l'État et après donc, que ça revienne aux institutions pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils doivent en faire. Mais on a toujours cette problématique que les gens, ils sont bien chez eux. C'est un projet de toute une vie et qu'ils ne veulent pas quitter leur chez eux. Et je pense qu'il faut les protéger. Voilà. Les protéger en anticipant, on imagine que c'est une des volontés des pouvoirs publics quand on voit ce qui s'est passé ces derniers jours en Eure-et-Loir, en Seine-et-Marne ou encore dans l'Essonne. Est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens d'anticiper ce qui est en train d'arriver ? Alors, je reviens donc sur les pouvoirs publics. Il y a la volonté. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réelle volonté, parce que s'il y avait une réelle volonté, je pense que depuis 15 ans, parce que je vous parle d'études à certains endroits qui sont lancées depuis 15 ans, qui n'ont pas abouti, oui, on peut amoindrir les situations. On a d'un côté donc un changement climatique qui est important et que tout le monde connaît, mais après on a aussi sur des communes qui sont situées en pied de coteau comme chez nous, on a notre réseau hydraulique global qui est obsolète parce qu'il a été modifié à cause de l'urbanisation. Et donc, du coup, il faut remettre en état donc, ce réseau hydraulique et apporter des améliorations afin de lutter contre les inondations qui sont issues, comme je le répète, comme pour beaucoup, de grands ruissellements dus aussi donc, à des cultures, je pense, intensives au niveau donc, des champs agricoles. Monsieur le maire, vous qui avez connu ces situations, quel est le message que vous pouvez donner aux habitants de Cloix, les Trois-Rivières, on vient de voir donc en Eure-et-Loir, ou de Crécy-la-Chapelle en Seine-et-Marne aujourd'hui. Quel message vous pouvez leur délivrer? Quels conseils vous pouvez leur donner là, au lendemain des inondations? Alors tout d'abord, je suis totalement solidaire avec ce qui se passe. Je suis vraiment touché de voir toutes ces images. Et après, si je peux donner un conseil, c'est si leur maison peut rentrer dans des fonds Barnier, si pour leur secteur c'est le cas, et qu'ils veulent vendre leur maison, il faut prendre la tâche auprès des services de l'État. Par contre, un deuxième conseil, c'est qu'il faut qu'ils se constituent en collectif afin de maintenir donc une pression intelligente et constructive auprès des pouvoirs locaux
pour que ces situations ne reviennent pas, parce que, je répète, on a un problème de changement climatique, c'est une vérité. Néanmoins, il y a aussi donc un problème d'entretien des réseaux hydrauliques, que ce soit souterrain ou que ce soit à ciel ouvert, donc notamment les fossés, les cours d'eau ou autres. Ça, il faut maintenir une pression intelligente auprès des pouvoirs locaux pour que ça puisse avancer plus vite. Un dernier mot. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui vos administrés un an après? Est-ce qu'ils sont inquiets à chaque intempérie? Alors mes administrés, ceux qui ont été touchés l'an dernier, sont encore inquiets, dans la mesure où ils n'ont pas vu vraiment beaucoup de travaux se réaliser. J'ai eu l'occasion de réunir une très grande majorité des collectifs la semaine dernière, donc des collectifs du Pas-de-Calais, et on a tous le même sentiment, c'est qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup d'argent qui sont débloqués, peu de travaux qui sont réalisés. On me parle de curage, je ne vois pas vraiment les curages où ils ont été réalisés, notamment dans le secteur, on attend toujours après les curages de toute manière. Donc voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai discuté avec le maire de Rec-sur-Emme, une commune pas si loin de chez nous, qui lui a voulu protéger ses administrés en rehaussant des berges d'un cours d'eau qui passe derrière donc les maisons. Il s'est vu inquiété par un syndicat de gestion des eaux, donc de ce cours d'eau, et il a été convoqué en préfecture pour rendre des comptes sur son action, alors qu'il était là pour protéger des gens. C'est-à-dire qu'on a des maires qui sont, eux, qu'ils ont un devoir de protection de leur des habitants. Dès lors, on exerce ce pouvoir de protection. Derrière, on peut être inquiété parce qu'on n'a pas respecté certains protocoles d'écologie, d'environnement. Et je pense qu'à ce jour, on est en train de mettre donc la protection des gens dos à dos avec le monde donc écologiste et d'environnement, alors que les deux doivent être mis dans le même, au même rang. Merci beaucoup, Monsieur le maire, Alan Turpin, maire d'Andres, dans le Pas-de-Calais, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui en direct sur France Info.